Bonjour ou bonsoir, c'est selon. Bienvenue dans la 23e émission des Visages de la Recherche, des hommes et des femmes passionnés qui osent questionner le méconnu sans relâche et dans tous les territoires de la recherche. Aujourd'hui, Cédric Govaerts. Bonjour ou bonsoir. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche FNRS à l'ULB en biologie structurale, cofondateur de Santero Therapeutics. Alors au départ, jeune, vous hésitiez entre une fibre littéraire et scientifique. Comment s'est fait le choix? J'avais des affinités pour, en effet... j'avais fait un peu de théâtre quand j'étais jeune, et donc mes parents, qui viennent tous d'une tradition scientifique, étaient convaincus qu'il allait enfin avoir un littéraire dans la famille, et c'était un petit peu à leur grande déception quand je me suis orienté vers finalement des études de physique, figurez-vous, à l'ULB, oui, et qui m'ont en fait passionné du premier jusqu'au dernier jour, soyons un petit peu... Alors, quand on s'est rencontrés, on a dit « Moi, je suis heureux quand je me lève ». Ça veut dire que vous êtes vraiment, dans votre rêve, être un chercheur avec des frustrations et des éblouissements? Quand je me lève, peut-être pas tous les jours, mais quasiment. Je dis que je suis heureux d'aller au travail le lundi, parce que pour moi, c'est pas vraiment un travail, c'est une passion. Et ça, c'est un vrai privilège. Alors, c'est pas rose tous les jours, il y a en effet des contraintes, il y a en effet des parties qui sont beaucoup plus amusantes et d'autres qui le sont beaucoup moins, mais on a le luxe, en tant que chercheur, de pouvoir vivre de notre passion. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 jours qui sont les mêmes, et on a toujours cette possibilité de créer, cette possibilité de se poser de nouvelles questions et de trouver des façons d'y répondre. Et ça, c'est vraiment un privilège, et je trouve que c'est vraiment une joie de vivre, en fait, qui fait que pour moi, je le dis souvent, le lundi, il est tout aussi excitant que le samedi ou le vendredi. Alors, 2 ADN actuellement dans votre recherche, s'attaquer au talon d'Achille, si j'ose dire, des bactéries, pour remplacer les antibiotiques, et la mucoviscidose. Alors, partons d'abord la première, la résistance aux antibiotiques qui sont vieux de 40 ans. Comment vous est venue votre idée géniale? Alors, d'abord, c'est pas mon idée géniale, c'est un travail d'équipe. Oui. Vraiment, non, mais je tiens à le dire. C'était en fait vraiment dans le cadre de la recherche fondamentale. Ça veut dire on avait on a des laboratoires de recherche où on s'attaque à des questions fondamentales. Comment vivent les bactéries, comment est-ce qu'elles résistent aux antibiotiques, à l'échelle vraiment microscopique et parfois nanoscopique. Biologie structurale, ça veut dire qu'on essaie de comprendre le fondement jusqu'à l'atome de mécanismes qui sous-tendent finalement la vie et certains mécanismes biologiques. Et donc, je travaillais en étroite interaction, collaboration avec un autre chercheur, qui est également un ami, qui est Abel Garcia-Pino, et qui, aussi à l'ULB, travaillait sur des mécanismes fondamentaux de survie des bactéries lorsqu'elles sont soumises à un stress. Et moi, je travaillais également sur les mécanismes de résistance aux antibiotiques. Il y avait des liens. Et c'est vraiment au cours de ce qu'on appelle un group meeting, pour utiliser le franglais qu'on utilise souvent, c'est-à-dire une présentation où un de ses étudiants, si je me souviens bien, avait montré une des nouvelles avancées de son groupe de recherche. Et c'était un lundi matin, vers 10h30, on s'est posé après, et vraiment sur le coin d'une table, on a commencé à réfléchir. Je lui ai dit, mais en fait, il y a moyen de faire un nouvel antibiotique avec ta découverte. Et il m'a dit, ah, peut-être, mais comment est-ce qu'on fait? Et là, avec un peu nos backgrounds, nos capacités, je dirais nos spécialisations, on s'est assis, on a discuté, et on a mis au point, il y a quelques années, une stratégie. L'Eureka. Il y avait un peu de ça, il y avait un peu le fait qu'on a mis ensemble nos forces et nos talents. Et alors, vous avez pris en chasse, si j'ose dire, le staphylocoque doré. Alors, le staphylocoque doré, c'est un peu la contradiction pour le grand public, c'est que ça a un nom qui fait peur et qui est redouté. On a tous entendu quelqu'un qui en a souffert, qui est resté coincé à l'hôpital, peut-être même certains qui malheureusement y ont succombé. Mais pour nous, c'était en fait une voie plus rapide pour essayer de démontrer que notre idée était une vraie ouverture, une vraie avancée thérapeutique. Alors, le talon d'Achille des bactéries, c'est quoi finalement? Alors, celui auquel nous on s'attaque, c'est leur nécessité de pouvoir s'adapter à un stress. Souvent, quand on étudie les bactéries au laboratoire, on les met dans les conditions idéales. C'est-à-dire qu'on les fait pousser dans une boîte de pétri, dans les conditions idéales, à la bonne température. Mais lorsque on souffre d'une infection bactérienne, elle n'est pas nécessairement au bon endroit. La bactérie doit affronter notre système immunitaire. Il n'y a pas nécessairement beaucoup à manger pour la bactérie. Il peut y avoir des changements de température, des changements d'environnement. Et donc, elle doit toujours réguler son environnement. Nous, on le fait aussi, mais nous sommes des organismes beaucoup plus complexes et multicellulaires. Tandis que la bactérie, qui est chaque fois multiple copie d'une seule cellule, utilise d'autres méthodes, d'autres techniques pour pouvoir s'adapter. Et on s'est dit que
si la bactérie n'arrivait plus à s'adapter, elle ne pourrait plus infecter. Là, elle ne pourrait plus développer Mais donc, infection. finalement, votre recherche, c'est un problème de santé publique mondiale. Parce qu'on sait que les antibiotiques deviennent de plus en plus résistants, qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont vieux. Donc là, vous tenez quelque chose de fondamental. Alors, on oublie, aujourd'hui, on oublie que les antibiotiques, ça a été une des 3 énormes avancées de la santé dans au XXe siècle. Donc les 3 avancées, les vaccins, les mesures d'hygiène et les antibiotiques, c'est vraiment ce qui a permis de faire avancer la santé humaine à l'échelle mondiale. Il ne faut pas oublier que les antibiotiques ont été découverts il y a quasiment 100 ans, en 1928, par Fleming, et qu'avant ça, avant le développement des antibiotiques, 40% de la mortalité était due à des infections bactériennes. 4 morts sur 10 personnes, c'était une infection bactérienne. On oublie ça. Et donc, c'est devenu facile pour nous, dans nos pays, de nous traiter les infections bactériennes grâce à cette facilité qu'on a. Et maintenant, résistance. Donc il faut trouver autre chose. Mais on sait que plus on utilise des antibiotiques, plus les résistances s'accumulent. Et maintenant, non seulement on a des bactéries qui deviennent résistantes à un antibiotique, mais les résistances se transmettent de bactérie à bactérie. Et donc, elles sont parfois multirésistantes, 2, 3, 4, parfois 7 ou 8 antibiotiques. Vous avez un parcours un peu atypique d'un chercheur de renom, puisque vous êtes aussi créateur d'une start-up, je l'ai signalé, Santero Therapeutics, qui va faire en sorte, avec d'autres bien entendu, de réaliser votre recherche et votre trouvaille. Là, on est vraiment à la croisée des chemins, où on en part d'une découverte fondamentale. Quand Abel a vraiment identifié ce mécanisme, c'était vraiment une recherche purement fondamentale. Bien sûr, on sait qu'il y avait des possibilités, mais dans le cadre même de la recherche, c'était vraiment fondamental. Et à un moment, on s'est dit, mais si on peut utiliser cette nouvelle connaissance pour développer un antibiotique, ça change. C'est autre chose. Il y a une métamorphose de l'approche. Et la start-up, quand est-ce qu'il y a eu cette décision pour aller plus vite, sans doute ? Pour maîtriser. Je pense aussi que la recherche, le financement fondamental, c'est autre chose. La recherche fondamentale, c'est autre chose. On doit rentrer dans un autre mode de pensée, un autre mode d'action. C'est vraiment un autre mode de financement. C'est une autre façon d'avancer. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on devait changer. On a dû faire cette gymnastique d'esprit pour pouvoir démarrer cette société et être vraiment dans l'appliqué, dans le développement et plus dans la recherche. Alors, ça marche sur les souris, d'après ce que j'ai compris, bientôt des essais cliniques ? Alors, il faut prendre un peu de temps. On a pu démontrer, en effet, qu'on pouvait presque, je préfère rester poli, en tout cas, diminuer une infection bactérienne chez une souris, en staphylocoque doré, une septicémie induite chez la souris. Maintenant, pour passer chez l'homme, il y a pas mal de travail. Il faut vérifier, bien sûr, que la molécule soit safe, qu'elle n'ait pas d'effet toxique, et donc il faudra probablement l'améliorer. Par génie chimique, on doit modifier notre molécule actuelle, notre candidat actuel, pour que ça devienne réellement un médicament. Maintenant, ce qu'on a réussi, c'est vraiment une preuve de principe. Et ce qu'on voudrait aussi faire, parce qu'on a pu démontrer que ce talon d'Achille, on ne le retrouve pas que dans le staphylocoque doré. On voudrait également pouvoir adapter notre approche à d'autres bactéries qui sont peut-être plus problématiques, en particulier à l'échelle mondiale, ou pour lesquelles il y a encore moins de solutions en cas de résistance, qui sont des infections qu'on appelle à gram négative. Vous avez peut-être entendu parler d'Escherichia coli, ou d'autres encore avec des noms encore plus redoutables, comme Klebsiella pneumoniae ou Pseudomonas aeruginosa. N'en remettez pas. Voilà. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir maintenant étendre notre approche à ces bactéries-là. Alors, recherche aussi sur la mucoviscidose, et là, c'est lié, et là, on est vraiment du fondamental au thérapeutique. Donc là, c'est en effet un de mes grands dadas depuis maintenant presque 15 ans, où là, sur base d'une idée vraiment particulière, de nouveau au laboratoire, de nouveau cette liberté de pouvoir créer est essentielle, je pense, pour le chercheur fondamental. Et là, je me suis dit qu'on avait une voie pour développer et des connaissances et peut-être également des approches thérapeutiques pour lutter contre cette maladie assez terrible qu'est la mucoviscidose, qui est une maladie qui affecte, on dit rare, parce qu'elle affecte une naissance sur 2500 à peu près, 2800 dans le pays, mais qui en fait elle était jusqu'à peu encore absolument létale. Et donc là, la recherche fondamentale était de pouvoir, d'une part, comprendre l'origine moléculaire de cette maladie, qui est maintenant bien identifiée depuis 25 ans, mais mieux comprendre et alors proposer de nouvelles approches thérapeutiques. Oui, alors une question peut-être personnelle. Là, vous êtes chercheur, le fondamental. En plus, vous êtes dans une entreprise que vous avez créée vous-même. C'est quoi, c'est 3 temps plein ? Oui, enfin, donc là, il faut en effet arriver à bien gérer son temps. Et je pense que oui, ça fait maintenant quelques années que mes week-ends sont rarement passés uniquement à me détendre. Et
les soirs sont souvent également chargés. Donc, mais je tiens vraiment à maintenir une grande activité en termes de recherche fondamentale. C'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce qui m'anime. Je pense qu'à terme, c'est ce que je continuerai à faire plus qu'autre chose. Oui. Mais en effet, il y a ce côté où la recherche fondamentale est à l'origine des découvertes qui nous permettent aujourd'hui de poser des questions plus appliquées, de pouvoir faire ce développement de médicaments ou d'ouvrir de nouvelles pistes contre la mucoviscidose. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors rêvons, dans combien d'années votre molécule pourra remplacer certains antibiotiques? Alors, question impossible, mais je la pose quand même. Alors, si tout va bien, si on peut déclencher les bons financements, on pourra arriver chez l'homme dans les premiers essais cliniques d'ici 3 ans. Voilà. Ah, c'est rapide, ça. Oui, mais tout dépend évidemment de notre capacité. Donc là, dans le cadre vraiment de cette spin-off de l'université, tout va dépendre de notre capacité à lever des fonds. Dernière question. Quel conseil, avec votre trajet, votre parcours, vous pourriez donner à un jeune chercheur ou une jeune chercheuse qui souhaite combiner la science fondamentale et l'entrepreneuriat? C'est la passion. Je veux dire, il faut être passionné, il faut avoir envie. Parce que ce que je dis, on voit ça dans les jeunes quand ils arrivent. Et que ce soit, en fait, finalement, pour la fondamentale ou l'appliquée, on les voit s'ils aiment bien la science ou bien la recherche ou s'ils sont passionnés. Moi, je dis toujours, la recherche, c'est 90% d'échecs. Si les 10% ne vous font pas vibrer, les 90% vont rendre votre vie absolument insupportable. C'est ça la beauté de la science? Ah, pour moi, ça l'est, oui. C'est cette capacité. Moi, quand on fait une découverte, on se lève moi, je me lève de ma chaise, je vais dans les couloirs, je marche, je ne peux pas rester en place. C'est vraiment, ça anime au sens premier du terme, ça anime physiquement. Merci d'avoir été mon invité. Et puis, vous pouvez, bien entendu, retrouver ces interviews, ces capsules sur les sites de la Libre, de l'ADH et de Vers l'avenir.